Salut à tous et bienvenue dans le Kosua Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Brittany, la fondatrice de Culture Dorée. Coucou Brittany. Coucou Ena. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Si je t'ai invité ici aujourd'hui, c'est pour que tu nous parles de ton parcours et aussi de Culture Dorée. Est-ce qu'on peut appeler ça un magazine? Comment tu veux qu'on appelle Culture Dorée d'ailleurs? C'est un média? Ouais. D'accord. Comment t'es venue l'idée de ce média? Alors c'est une petite longue histoire. Initialement je m'intéressais pas forcément à mon parcours culturel. Moi je suis d'origine congolaise qui est issue de la diaspora, donc j'ai grandi en France et puis bon, moi je fais partie de la génération où mon grand-père maternel est venu ici, donc tout de suite il fallait s'intégrer, l'assimilation. Et en fait, dans ma famille, on s'est jamais posé cette question de savoir quelle était mon identité. Mes parents m'ont toujours dit, toi t'es française. Et voilà, je connaissais ma culture congolaise grâce au mariage, aux événements, tout ça, mais sans plus. Et plus le temps arrivait, plus j'ai fait face au racisme. Et du coup, j'ai commencé à m'interroger sur mon positionnement. Comment est-ce que j'étais? Est-ce que je me sentais congolaise, mais en même temps, je suis jamais allée là-bas, j'ai pas grandi là-bas? Moi, je me sens française, mais en même temps, c'est comme si la France voulait pas de moi. Et donc, j'ai commencé à m'interroger et à essayer de légitimer mon origine française. Et de là, j'ai commencé à chercher à lire des bouquins, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en plein de trucs comme ça. Et j'ai commencé à acquérir avec le temps pas mal de connaissances, échanger avec les gens, que ce soit de la Caraïbe, d'Afrique, etc. Et je gardais ça pour moi. Ok. Et puis pendant le confinement, on me posait plein de questions. Il y avait des débats, genre haïtien contre congolais, blablabla. Et je répondais toujours en donnant des arguments qui changeaient un petit peu les clichés. Et un jour, on m'a dit, mais franchement, Brittany, t'as un dictionnaire en fait, t'as toutes les définitions, faut que tu trouves un moyen de le partager. Et puis je me suis dit, ok, je vais me lancer. Et puis j'ai fait mon média qui s'appelle Culture Dorée. Ok. En quoi ça consiste exactement pour les gens qui ne connaissent pas? Allez vous abonner, hein. Franchement, c'est une page sur Instagram, elle est au top niveau. Merci. Niveau culturel, elle vous donne plein. Et j'aimerais bien que tu nous expliques en quoi ça consiste Culture Dorée. Alors, Culture Dorée, c'est un média. Okay. Un média qui parle de la partie afro de l'histoire. C'est pas l'histoire des Noirs, c'est la partie afro. Pour comprendre pourquoi je fais afro, il faut regarder ma vidéo sur Sommes-nous africains, justement, où j'explique vraiment d'où vient le mot, l'histoire. Et en fait, moi, mon objectif, normalement, je devrais pas faire cette page, parce que ce que j'apprends, c'est ce qu'on est censé apprendre à l'école. Le problème, c'est qu'à l'école, on part avec un point de vue, qui est le point de vue en fait du chasseur. Mais tant que les histoires de chasse seront racontées par les chasseurs, on donnera toujours la victoire au chasseur et non au lion qui peut-être un jour a vaincu le chasseur. Donc en fait cette page c'est vraiment mettre en lumière tous ces manques en fait, tous ces manquements qu'on peut avoir dans la communauté noire, mais c'est pas uniquement une page pour la communauté noire puisque ça fait partie de l'histoire en fait. Exactement. Donc autant sur ma page je vais avoir une audience afrodescendante, mais je vais aussi avoir des asiatiques, je vais aussi avoir des blancs, un peu de tout. Donc en fait je traite vraiment de toutes ces histoires. Par exemple je vais vous parler du massacre de Tiaroy par exemple, où je vais vous expliquer d'où viennent les clichés comme les noirs savent danser, tous les noirs savent danser, ou les femmes noires sont en colère. Je les ai pas encore fait mais ils arrivent bientôt. Et j'essaie vraiment de tout casser pour expliquer le racisme systémique dans lequel on vit. Parce que beaucoup de gens pensent que le combat est terminé, qu'il n'y a plus de racisme, que le monde il est tout beau, etc. Que c'est tout rose. Alors qu'en fait il y a tout un système et une organisation qui ont été faits, qui s'expliquent par des faits historiques, voilà. Que j'essaye de rendre accessible à tous, parce que je pense qu'on a tous la flemme de prendre un gros bouquin comme ça qui t'explique tout. Donc dans des petites vidéos de 2 minutes, quelques secondes, ou 8 minutes, 10 minutes quand je parle beaucoup, j'essaie vraiment de tout centrer et permettre à tout le monde d'avoir accès à cela. Ok. Du coup, dans ton parcours, j'ai regardé un peu, j'ai un petit peu fouillé. Il y avait un moment où quand tu es passé aux 5000 followers, ouais. Donc du coup, c'était un peu ton slogan de départ. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de 5000 followers? Parce qu'elle a toujours eu 5000 followers. En fait, je vous explique. Brittany, sur Insta, elle a toujours eu 5000 followers. Mais là, elle les a eu. Nous, on n'a pas compris. On s'est dit, mais attends. Elle disait toujours bonjour à ses 5000 followers, mais pourquoi aujourd'hui je ne veux pas qu'elle allait fouiller comme ça. tu fais tes 5000 followers, je comprends pas. Waouh, oh là là, je pensais pas que tu avais fouillé à ce point-là.
Bon, normalement c'était sur ma page privée. Mais ouais, en fait c'était un rêve entre guillemets. C'est-à-dire qu'à la base c'est parti d'un délire, c'était l'anniversaire, c'était les 5 ans d'une petite qui s'appelait Kylie, qui était la nièce d'une de mes amies. Et donc il y avait le 5 et le K de Kylie. Et à l'époque moi je travaillais pour un média dans le domaine du divertissement, enfin de tout ça j'ai pas trop envie d'en parler parce que... Ok. Voilà. Et en fait, je rencontrais des personnalités. Et les gens voyaient, ah ouais, Brittany a rencontré Satoshi, ah ouais, Brittany a rencontré Willem, ah ouais, Brittany, là. Et du coup, chaque matin, en fait, je faisais des vidéos d'édification, où moi je suis croyante, hein, donc du coup, je donnais de la force, je disais voilà, il faut rester objectif, Dieu est avec vous, et des objectifs dans la vie et compagnie. Et quand on a fait cette soirée d'anniversaire, j'ai commencé à dire, j'ai fait un petit boomerang sur Instagram. Et il y a des gens qui m'ont dit oh, félicitations, t'as fait une soirée pour tes 5K, sans regarder que j'avais peut-être 800 ou 600 abonnés sur Instagram quoi. Et j'ai dit non, c'était. Et puis je me suis dit bah non, pourquoi pas. Et de là j'ai commencé à faire mes vidéos, dire salut mes 5000 followers, mais j'en avais pas autant. Et quand j'ai voulu, donc en fait je les ai jamais atteints, enfin jusqu'à présent je les ai pas, hein, les 5000 followers sur ma page à moi. Mais j'ai décidé à la suite d'une dépression, puisque j'ai fait une dépression, j'en ai fait 2. Avec un burn-out. Okay. Et à la suite d'une dépression, j'ai décidé de me lancer, de faire mon propre média, comme je t'avais dit, on me demandait. Mais je me lançais, mais je pensais pas que j'allais atteindre les 5K. Je pensais pas du tout. En plus, ça s'est fait en très peu de temps. Donc, je me suis lancée, donc je suis partie de 0. Et puis bon, aujourd'hui, on est à plus de 5000 abonnés. Et je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi soudainement. Et voilà. C'est pas fini, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. On continue. Voilà. Alors. Par rapport à ton parcours, tu me disais que du coup, t'es croyante, est-ce que tu penses que c'est paradoxal par rapport à... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois exactement ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, parce que je pense aux personnes qui vont te dire oui, parce que moi je suis croyante, mais voilà, j'ai Christ dans ma vie, et il y a des gens qui vont me dire c'est une religion de colon. Tu as été influencé, blablabla. Bon, je pense que tout est personnel en fait, tout est un ressenti personnel et je comprends les gens qui pensent comme ça. On est tous à la recherche de la vérité. Je pense que de toute façon, la communauté noire est à la recherche de son histoire, est à la recherche de du trou qu'on a en fait. Et je pense que personne n'a le monopole de la raison, je pense que c'est vraiment un ressenti, c'est personnel en fait. Et c'est pour ça que j'aime pas, quand je vois, il y a des gens qui viennent mal disposés, j'aime pas trop échanger avec ces personnes-là. Par contre, si une personne vient me parler posément et tout, je peux échanger. Pour moi, c'est pas contradictoire, dans le sens où les choses se marient et dans le sens où j'ai vécu des expériences qui font que je ne peux pas nier l'existence du Dieu que je sers aujourd'hui en fait. Alléluia, amen. Donc on peut me dire par A plus B scientifiquement si ça, j'ai vécu des choses que je peux pas expliquer par A plus B et qui font que je peux pas dire qu'ils n'existent pas. Et l'une des choses qui m'a permis d'atteindre là où je suis aujourd'hui, bah c'est Dieu en fait. Parce que tout ce que j'ai commencé, j'ai toujours dit, même les révélations, parfois j'ai des sujets, je n'ai jamais étudié avant ou autre, et ça t'arrive comme ça après la prière. Tu ressens ça en fait. Voilà, donc je me dis, je peux pas dire que c'est pas. En fait, je pourrais pas continuer Culture Dorée sans Dieu, c'est impossible. Donc les gens qui me disent, ouais, t'es perdu et tout, je me dis, bah si je suis perdu, alors je suis bien perdu, parce que franchement. Voilà. Les 5 minutes sont arrivés, c'est une manière de se perdre, hein. Voilà, donc non, pour moi, je peux comprendre les gens qui disent que c'est contradictoire, mais au final, quand on regarde bien dans l'histoire, qui vous dit que, déjà, le christianisme, c'est pas... Enfin, on va prendre le christianisme, on va dire comme ça, le christianisme n'est pas une religion occidentale, hein. C'est asiatico-africain. En tout cas, moi c'est ce que je dis tout le temps. Référez-vous géographiquement sur où se passent les choses. Bah, j'ai l'impression que les gens veulent pas. Je suis désolée, mais j'ai mon mini sur ma phrase, je me dis tout le temps, parce qu'on se connecte via Instagram et le live, et je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous frustre que quelqu'un qui habite en Bretagne, au fin fond de sa Bretagne, croit que Jésus a vécu, en fait, a vécu autant d'Israël, autant d'Égypte, autant de... C'est ça. Enfin, je comprends pas. Je sais pas, hein. Après, il y a eu une... Bien évidemment, il y a des choses qui ont été blanchies. Oui, ça, bien sûr. Oui. Là-dessus. Et les médias, ils sont pour quelque chose. Quand tu vois les films de Jésus, tu vois que Jésus, il avait les cheveux lisses, les yeux bleus, on sait qu'il n'était pas comme ça, les gars. On sait. Dans la région, c'est pas comme ça. D'ailleurs, je tiens à vous dire d'enlever vos portraits du bonhomme blond que vous mettez chez vous. Parce que si vous saviez la représentation de cette personne-là,
vous fuirez. Il faut enlever tout de suite, vite, rapidement. Je vous donne simplement une référence. Allez voir seulement la série Borgia. Vous allez comprendre qui est chez vous là. Enlevez la photo, hein. Enlevez la photo, pardon. Voilà. C'est ça. Donc non, enfin, pour finir là-dessus, je pense que pour moi, quand les gens disent que c'est une religion d'esclavagistes et tout, je me dis mais vous êtes en train de donner notre culture à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le colon qui a ramené la foi en Christ en Afrique, on l'avait déjà. Merci. Et ça me saoule quand on dit c'est le colon. Je fais non les gars, révisez votre histoire, on est en train de nous voler notre truc, tu vois. Donc voilà, je suis pas fermée aussi, t'as un courant qui croit que les Israélites étaient noirs et tout. J'en sais rien, peut-être que c'est vrai, je suis pas fermée là-dessus, mais je serais contente. Même si ça y a pas de, ça va pas avoir ça va pas infecter ou avoir d'impact sur ma foi, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui en ont besoin et juste pour ça je respecte. Ok. Donc voilà un petit peu. Ok. C'est pas contradictoire. Ok. On va maintenant passer à la question qui fâche. Alors, pour la question qui fâche, elle va être un peu complexe. C'est-à-dire, est-ce que tu ressens ces derniers temps, je pense qu'on en a déjà parlé aussi, cette recherche de leadership. Et du coup, tu sens cette animosité envers certaines personnes. Toi, tu as une page, tu as un média, d'autres personnes qui ont des pages qui sont beaucoup plus influentes, et tu ressens... On a l'impression qu'il y a une sorte de concurrence à qui va être le leader de la communauté noire. Est-ce que toi, tu ressens ça? Alors, ouais, comme tu as dit, il y a plusieurs questions. Voilà, il y a plusieurs questions dans la question. Je réponds déjà à la dernière. Moi, je ne ressens pas de compétition. Je pense que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Je pense même que tout le monde, en fait, à partir du moment où tu as certaines connaissances, n'hésite pas à les partager. C'est que du plus pour la communauté. Après, effectivement, oui, il y a des compétitions. Je le vois, parfois, je vois même des pages qui sont plus grandes que les miennes, qui reprennent ce que je fais et qui ne me mentionnent pas, ou tu vois, ils vont te mentionner vraiment en bas, enfin bon. Après, ça arrive. Au départ, la première fois que c'est arrivé, ça m'avait énervé. Ça m'avait vraiment énervé parce que je me dis, attends, moi je passe des heures à travailler dessus, et toi tu le reprends, en plus t'as plus de likes que moi, en plus, et puis après je me suis dit, mais Brittany, c'était quoi l'objectif premier? C'était ta gloire à toi, ou c'était faire en sorte qu'il y ait d'autres gens qui soient éveillés comme toi tu l'es sur certains sujets? Je me dis, bah finalement c'était que d'autres gens soient éveillés autant que moi. Donc au final, je suis pas dans cette compétition. Je me dis qu'en fait, si ce que tu fais est bon, bah, ça continuera et tu auras toujours une longueur d'avance sur ceux qui tricheront sur toi. Ouais. Donc ma foi, voilà. Après, moi je pense que plus on a de l'audience, plus on est responsable. Ok. Ça c'est important. Tu es responsable de ce que tu vas dire et de ce que... Voilà. C'est pour ça que, tu vois, par exemple, ce qui se passe en Guadeloupe ou ce qui peut se passer en Afrique ou autre, notre devoir à nous qui avons cette visibilité un peu plus grande, c'est de repartager pour soutenir. Parfois, on n'a pas forcément les finances pour aller soutenir, mais juste le fait de repartager, c'est déjà une force supplémentaire que tu as. Okay. Sans te dire, ouais, il faut que je fasse un placement de produit. Non. Là, on parle des comptes éveillés. Soutien en repartageant, c'est déjà énorme. Donc, pour moi, normalement, il ne devrait pas y avoir cette compétition, parce que on travaille ensemble en soi. Enfin... Mais est-ce que tu penses que les leaders de cette communauté, c'est-à-dire les médias de cette communauté, ont conscience qu'on doit travailler tous ensemble? Non, parce qu'il y a énormément de compétition même dans la communauté. Quand tu vois qu'il y a des personnalités, je ne citerai pas de nom, mais qui sont très la femme noire. Et tous les malheurs qui sont autour d'elle sont à cause de l'homme noir. Où tu vois, ça, tu te dis, mais attends, c'est quoi le but en fait, tu vois? Voilà. On est censé travailler ensemble, que ce soit l'homme noir, la femme noire, on a un combat qui est le même. Et des gens qui restent sur des débats, à savoir est-ce que les métis sont noirs, est-ce que les métis sont... On est crevés, hein, je vous dis, dans le quartier là, on est crevés totalement. Hein. Je vous le dis. Ce débat là, c'est de la division dans le groupe. Ouais. C'est ridicule. C'est pour ça que parfois j'ai un peu du mal. Effectivement, il y a de la compétition, mais elle est malsaine et elle nous mène à nulle part. Et le pire, ce qui est dommage, c'est que tu vois, on fait de super bons lives, on traite de très bons sujets, on apprend ensemble. On va pas se mentir, de live, il y a tout le monde qui vient les voir, il n'y a pas que des noirs. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, quand on se crêpe les cheveux, bah, il y a peut-être un asiatique qui est là avec son popcorn, là, bah dis donc, ils ont du mal, tu vois. Ou, tu vois. Et ça, je trouve ça triste et dommage. Mais oui, effectivement, il y a des compétitions dans le cœur des personnes qui sont influentes dans la communauté. Okay. Mais c'est comme ça. C'est l'humain. On va passer maintenant au quiz. Pour le quiz, est-ce que tu es prête? Pas vraiment, mais j'ai pas le choix. Ça va être un quiz culturel.
Normalement, tu vas gérer. Normalement, tu vas gérer. Alors, je vais te poser 3 questions. Alors, quel est le fondateur du royaume Zoulou? Donne-nous le nom et le pays. Alors là, je sais pas. Chaka Zulu. C'est ça? Ouais. Quel pays? Je sais pas. Je repiffe Congo, mais je sens que c'est pas ça. Non, c'est un demi-point là. Là, ça va être demi-point. Là, ça va être demi-point. Deuxième question. Où se trouve le monument de la Renaissance africaine? Je sais pas, au Sénégal. Bravo, 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 bravo. C'est parce que c'est la pression. Redescends, t'inquiète. Ok. Ensuite, dans quel pays d'Afrique se situe le plus grand édifice religieux catholique dans le monde? La ville plus précisément. Si tu trouves le pays, c'est évident. Ah ouais, là je pense que je vais donner ma langue au chat. Parce que là, édifice religieux catholique. Voilà, je t'avoue que je suis pas du tout truc. Même le pays? T'as pas une idée? Bah franchement pas du tout, là je vais dire au pif parce que je ne veux pas perdre. Mais je sais pas. Cameroun. Je savais que c'était pas ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, vous voulez quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Que tu devrais attention, les 5000 followers là. Attention. Qu'est-ce que je dois alors c'était Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Oui, en plus je me tâtais avec la Côte d'Ivoire. Mais je me suis dit non, il peut pas y avoir tout en Côte d'Ivoire. Il faut un peu. Et voilà. Et pour Chaka Zulu, c'était en Afrique du Sud. Oh, ok, moi je l'aurais pas su. Voilà. On lui donne. On lui donne. L'assistance, on lui donne. Est-ce qu'on lui donne le point? Donnez-moi le point. On lui donne. Donnez-moi le point. C'est pas grave. Tu On vois, va il y a lui donner. une seule où j'ai pas trouvé. Une seule, elle a pas trouvé. Une seule, on lui donne. On lui donne. Voilà. On va passer maintenant au débat. Alors, pour le débat, la question c'est comment tu perçois la communauté noire actuellement? Alors actuellement, je pense qu'il y a une soif de connaissance au niveau de la communauté noire, de plus en plus, qu'il y a une conscientisation en fait, on n'est plus uniquement dans le côté divertissement, genre fier d'être noir parce qu'on a des artistes, des chanteurs et compagnie, mais il y a de plus en plus cette fierté de savoir qu'on a une histoire qui n'est pas forcément exclusivement liée à l'esclavage et la colonisation, mais on a un passif qui est glorieux. Ok. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de contenus qui nous mettent en avant et on perd un petit peu des complexes parce qu'on commence à se réaffirmer notre identité, on commence même à dénoncer les personnes qui font de l'appropriation culturelle. Et je trouve aujourd'hui que la communauté noire, il y a quand même cet éveil. Je sais qu'il y en a beaucoup qui diront que oui, on n'aura jamais ce qu'on veut, c'est lent et tout, mais je me dis, mais en fait, vous réalisez pas le parcours qu'on fait aujourd'hui. Enfin, le combat n'est pas terminé, mais quand je pense à des leaders comme Thomas Sankara, Lumumba et bien d'autres en fait, qui sont morts pour moins de choses que nous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui dans les lives on se permet de dénoncer tellement de choses qui, si auparavant on les avait dites, moi je vous ai dit, vous allez partir en garde à vue. Hein. On se serait même fait écorcher. Sur Instagram, des fois je les surveille, je dis, Marc, vous regardez. Des fois on les coince, je vous dis, des fois on leur limite même leur live. C'est ça, on se serait fait écorcher. Alors qu'aujourd'hui on peut se permettre de dire les choses, de dénoncer, on est libre. Il y a encore de la censure, on va pas se mentir, on souffre quand même sur les réseaux sociaux aussi, du shadowban et compagnie, mais je trouve qu'on avance. Et de plus en plus, on peut se permettre de dénoncer, on commence à avoir de plus en plus de poids. Quand Dove fait une publicité raciste ou H&M ou autre, tu vois. Alors justement, par rapport à ça, il y a des personnes qui se sentent un peu exacerbées par le fait que on dénonce, ne serait-ce que peut-être par rapport au dessin animé où maintenant il y a un message quand tu vas sur Disney+, il y a un message pour le dessin animé Pocahontas, attention, il peut y avoir des caractères peut-être racistes, des trucs comme ça. Il y a des gens qui comprennent pas forcément ça. Est-ce que toi tu comprends qu'on insiste sur tout et n'importe quoi? On insiste pour dénoncer tout et n'importe quoi. Bah oui, parce qu'il faut déconstruire en fait. Il faut déconstruire. Et les gens ont l'impression parfois que même c'est de l'abus. Oh, vous voyez du racisme partout. Oh, vous voyez. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a 13 siècles de manipulation mentale qui ont été mis en place
13 siècles. Là, ce qu'on est en train de dénoncer, ça fait quoi? Ça doit faire 5 ans qu'on commence vraiment à être réveillé. Donc le peu que vous avez vu là et qui vous saoule, mais c'est rien à côté de la montagne. C'est petit même. C'est rien. C'est pas fini. C'est ça. Et même quand par exemple on va dire oui, on veut plus de noirs, ou on veut plus de choses avec les noirs, ou il manque des noirs ou autre, les gens vont dire ouais mais vous en demandez beaucoup, c'est bon, vous voulez tout le temps. Mais tous les trucs qu'on regardait quand on était plus jeune et qu'il y avait plein de blancs et tout, ça nous dérangeait pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça nous dérangerait qu'il y ait un peu plus de visibilité des personnes noires? Les gens sont dérangés, mais en fait nous on est juste en train de déconstruire et déconstruire et déconstruire. Au début ça fait mal, ça choque, parce qu'on se rend compte que tout notre quotidien finalement est construit d'une certaine manière, notre vocabulaire en français, avoir des pensées noires, brouiller du noir et compagnie, mais même ce qu'on regarde à la télé, et c'est ça en fait qui perpétue le racisme aujourd'hui, que ce soit les publicités, le fait de dire ouais non mais moi je suis pas noire comme du caca, mais je suis noire comme du chocolat, mais ça change rien en fait. Parce que si tu regardes les anciennes publicités d'avant, les noirs étaient un objet en fait. Oui. Donc en fait, il faut qu'on déconstruise tout ça. C'est pas facile et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent oh c'est trop, mais il faut faire le travail. Parce que d'ici quelques années, en fait, quand on sera guéri de toutes ces choses-là, on n'aura plus besoin de dénoncer parce que ce sera logique. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, les Noirs, que ça dérange. Chez les autres communautés, dénoncer, ça ne dérange pas. Parce que c'est normal. Et il y a des gens qui sont payés, comme par exemple Pascal Blanchard, qui sont payés par des marques pour qu'ils révisent les publicités. Pour savoir, est-ce que cette publicité elle est conforme? Est-ce que cette publicité elle est raciste? Est-ce que cette publicité elle est ci ou ça? Il n'y a pas longtemps, par exemple, il y avait un problème, je reprends un peu ce qu'il disait, parce que je l'aime bien, lui, il parle plutôt bien. Et il parlait de, par exemple, Uber. Ils ont fait des publicités, en gros, c'est pas venez comme vous êtes, mais on vous accepte tous, que vous soyez aveugles et compagnie. Et on ne comprenait pas pourquoi, si Uber accepte tout le monde, il y a certains chauffeurs Uber qui refusaient des clients voilà, avec des chiens. Et on se dit mais pourquoi? Enfin je comprends pas, si on accepte le chauffeur, mais on accepte aussi, et puis il y a des personnes qui sont malvoyantes, donc elles ont besoin de leur chien. Mais on ne comprenait pas pourquoi. Et ce que Pascal Blanchard a expliqué, c'est que il y a une histoire entre le chien et l'homme noir. Il y a des traumatismes qui viennent des gènes, qui viennent des ancêtres, qui font que cette population-là, il y a un problème avec le chien. Donc, c'est pas quelque chose de volontaire, de non, on a décidé, c'est pas juste pour rigoler, on ne pas les chiens. C'est qu'il y a un traumatisme qui n'est pas traité depuis X années. Donc, on ne peut pas imposer cela. C'est important de connaître l'autre. Okay. Donc, c'est pas dénoncer pour dénoncer, c'est surtout dénoncer pour exposer, sensibiliser les gens et comprendre pour que non seulement nous, en tant que Noirs, on sorte de là, qu'on puisse traiter ce mal qui est dans nos gènes, même si on s'en rend pas compte, mais que pour l'autre... C'est fort ce que tu es en train de dire, parce que tu dis que il y a des siècles derniers, le rapport qu'on avait avec les chiens, peut-être pendant l'esclavage, ça s'est retranscrit jusqu'à ici. Et maintenant, la peur même de l'eau, la peur des chiens, on le ressent encore. C'est chaud quand même. Hein. Mais tu as des études psychologiques qui en parlent. Mais c'est pas. En fait, parce que nous, on le lit avec l'esclavage, parce qu'en fait, c'est des chocs qui font que déjà, tu utilises que 10% de ton cerveau. Le reste, c'est parfois des chocs, parfois c'est d'autres parties que tu ne connais pas. Et parfois, tu as vécu des traumatismes, que tu sois noir ou pas, peu importe. Tu as vécu des traumatismes qui sont dans une partie de ton cerveau. Mais toi, tu t'en souviens plus parce que c'était tellement douloureux que tu l'as mis. Ouais. Mais il y a une transformation dans tes gènes, ce qui fait que tu vas le transmettre à tes enfants. Et inconsciemment, parfois, tu vas faire des rêves, tu vas faire ce genre de choses. Ce que je vous dis, c'est pas, je fabule pas, hein. C'est scientifique. C'est scientifique. C'est scientifique, hein. Voilà. Pas en train de mentir. Vous qui aimez la science, là. Et du coup, parfois, tu vas faire des rêves, tu comprends pas pourquoi est-ce que je vis ça, mais en fait, c'est tes ancêtres qui ont vécu ça, mais qui n'ont pas traité de traumatisme. Parfois, tu vas avoir des peurs. Tu comprends pas pourquoi tu as cette peur-là. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un de tes ancêtres. Et c'est pas que l'esclavage. On a tendance à dire que l'esclavage, on se dit les Antillais et tout. Mais quand tu te rends compte que nos deux communautés, qu'elles soient afro ou caribéennes, elles vivent les mêmes mots, tu te rends compte que non. C'était pas que aux Antilles, mais aussi en Afrique. Et l'histoire des chiens, la colonisation aussi, si tu regardes, quand les colons partaient en Afrique, ils avaient toujours un chien. Donc il y a quelque chose aussi avec ça. Tu regardes Tintin en Congo, il a son chien à côté. Milou. Voilà. Il a fait des choses mauvaises. Il y a toujours un chien. Donc il y a des histoires avec ce chien. C'est dans les gènes. Maintenant le problème c'est que notre communauté a du mal avec la psychologie. Ouais. Sauf qu'on a besoin d'une énorme thérapie. Parce que pendant des années et des années, les personnes sont... Il y a le sentiment d'abandon, il y a les viols, il y a plein de choses traumatisantes que nos ancêtres ont vécues, qui sont restées de génération en génération, qui font que par exemple en tant que femme noire, on n'arrive pas à nous contenir parfois. Parce qu'un trop-plein, on a besoin de... Et là, on a le cliché de la mad black woman, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste un trop-plein qui doit sortir. En tant que noir, on a tellement contenu que finalement, on veut même plus que ça sorte.
Parce qu'on nous a toujours dit, tu ne dois pas pleurer, tu dois être fort, parce que nous on supporte tout, nous on est africains, nous on est antillais, nous on est voilà. Et du coup, finalement, t'as plein d'hommes noirs qui finalement, au lieu de sortir la colère qui devait sortir, finalement vont tabasser leurs femmes, vont se mettre dans l'alcool, vont se mettre dans la drogue, vont faire des petits boulots pour se faire de l'argent rapidement et compagnie. Mais en fait, ça cache un mal-être qui est là depuis des générations et des générations. Et qui doit être traité. Et moi, franchement, justement, ce que je veux faire avec ma page, c'est sensibiliser les gens sur ça, qu'on prenne conscience que, ah ouais, là, il y a un problème. Je me rends compte que dans ma famille, de génération en génération, je vois ça. Dans notre communauté, par exemple, l'absence de père, c'est un truc de ouf. C'est un fléau. C'est un truc de ouf. L'histoire de baby mama, là... Baby Fada, là, faut qu'on règle ça. C'est un fléau. C'est ça, mais en fait, ça s'explique par l'histoire. Okay. Et quand je parle d'absence de père, je permets d'en parler là. Il y a 3 types de pères. Il y a le père présent, qui passe du temps avec ses enfants et compagnie. Il y a le père qui est totalement absent. Il est jamais là, ou tu l'as jamais vu, ou de temps en temps. Et il y a le père qui est là, mais qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'il est dans la maison, mais il ne passe pas de temps avec ses enfants, ne crée pas de lien. Voilà. Donc il y a 2 types de pères absents. Faut pas penser que, ah oui, non, mais mon père il était à la maison. Donc... Non, parfois il était là, mais il était pas là. Parfois sa tête c'est seulement voyage. Et ça, en fait, c'est quand tu remontes dans les ancêtres, tu te rends compte que, ah ouais, en fait, le père, soit il était vendu, soit il partait à la guerre parce que les tirailleurs et compagnie, c'était chez nous. Soit il partait avec les colons, soit il partait. Il y a un truc qui fait qu'il y a ce trou, et du coup, que les mères sont très protectrices, parfois même trop dures. Mais elles sont dures parce qu'elles te préparent à ce que tu risques de vivre toi-même. C'est-à-dire que nous aussi, les femmes, il faut qu'on apprenne à remettre la place de l'homme aussi. C'est ça. Vous savez que vous avez tendance à dire la femme à la cuisine, mais laissez aussi l'homme rentrer dans la maison comme ça. Vous allez cuisiner à qui? C'est ça. Franchement. On a mis des années en fait pour séparer la famille noire. Et ça s'est construit. Et aujourd'hui, on le voit encore dans les médias, même quand on fait des publicités parfois avec un homme noir. Généralement, on va essayer, si c'est pas pour le sida, on va essayer de le mettre avec une femme d'une autre communauté. Et pareil pour la femme noire, on va essayer de la mettre avec un homme d'une autre communauté. On essaie vraiment de briser en fait cette alliance qui est entre les deux. Et puis après, tu as la montée aussi, je critique pas, mais tu as la montée parfois aussi du féminisme, qui fait que ajouter à nos mots ne font que... Et c'est pour ça que je dis que c'est important que nous, on s'étudie, même si la psychologie, on n'est pas un truc, mais à l'ancienne, on avait des anciens en village, on avait plein de personnes avec qui on pouvait échanger. Et je pense qu'aujourd'hui, la communauté noire, elle souffre de tous ces mots en fait qui méritent d'être pointés du doigt afin qu'on puisse se dire ok, là on a un problème, il faut qu'on travaille et qu'on soit conscient de notre histoire pour que nos enfants plus tard, au lieu de les insulter d'idiots, au lieu de les insulter de tu es comme ton père ou blablabla, on commence à dire tu es intelligent, tu es fort, tu es belle ma fille, pour éviter que les filles elles se mettent de la crème éclaircissante. Exactement. Et plein de choses comme ça. Ok. Donc, je sais pas si j'ai répondu là. Non, là tu as répondu totalement. En tout cas, merci beaucoup à toi, Brittany. Merci à toi. Est-ce que tu as une annonce à faire de l'actualité? Qu'est-ce qui va se passer pour Culture Dorée? Alors, l'actualité, je suis en train de réfléchir. Il y a plein de projets qui sont en cours. Je peux pas parler de tout, mais je réfléchis aussi à un podcast où je pourrais inviter d'autres personnes avec qui on pourra échanger, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Je reçois beaucoup de témoignages en privé. Parfois, j'ai envie de les partager, mais ça fait des stories trop longues. Mais je réfléchis à ça. Et après, écoutez, si vous voulez me mettre dans une chaîne de télé, je ne serais pas de refus. Vous avez entendu, hein? Je serais contente d'avoir ma chronique, pourquoi pas, culture et tout, je serais super contente. Et voilà, et puis dédicace à ceux qui m'ont soutenu depuis le début, ma famille, et mes abonnés, tout simplement. Franchement, les 5000 qui sont arrivés là, que Dieu vous bénisse et merci. Voilà, merci à toi. Merci à toi. Bon, sans plus tarder, je passe au moment de la publicité. Vous connaissez votre Gohéna. Donc, vous voyez la perruque que je porte là actuellement. Ça vient de Femme de Unique Touch. Vous allez là-bas, vous commandez, tout sera marqué en barre d'infos. N'hésitez pas, hein, parce que vous voyez le mot là, c'est américain. C'est américain, voilà. Elle choisit très bien ses mèches, elle fait très bien les colorations. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas des 6 fois sans frais là-bas. C'est des prix vraiment abordables. C'est bien là-bas. Voilà, tu vois. Merci. Il y a aussi AMG Beauty qui m'a fait un super beau make-up et elle est très aussi abordable. Donc allez-y, allez-y. Il y a tout. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, vous swipe up, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, vous vous abonnez, vous cliquez, vous partagez. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du Caution Show.